Merci Christophe et bonjour à tous. Alors Christophe rappelait que c'est ma deuxième venue à cette manifestation. Donc je constate qu'elle a continué à vivre et puis qu'elle se développe puisqu'elle est sur 2 jours aujourd'hui. Alors je pense que j'avais fait la même chose quand j'étais venu il y a 6 ans. J'avais commencé en disant quelques mots à propos de la réussite de cette formation ici au CNAM Pays de la Loire. La formation que vous recevez ici au CNAM, pour beaucoup d'entre vous, je suppose que vous êtes des auditeurs actuels ou d'anciens auditeurs du CNAM, n'est pas de qualité différente de celle qui est donnée à Paris ou dans d'autres centres du CNAM, et ceci pour la bonne raison qu'il y a une vie réelle de ce qu'on appelle l'équipe pédagogique nationale, c'est-à-dire les enseignants parisiens et les responsables des formations qui sont données en ergonomie dans les CNAM régionaux. On se rencontre régulièrement. Et donc, ce qui permet d'assurer l'homogénéité, mais aussi de sentir de notre côté les caractéristiques particulières propres à l'organisation régionale et propres aussi éventuellement à la différence des demandes du marché de l'emploi dans le domaine de l'ergonomie dans les régions. Donc pour nous c'est très important et ce sont ces rencontres qui permettent d'assurer donc effectivement l'homogénéité de ce qui est fait. Donc je voudrais le dire aussi en présence de Christophe, mais que pour nous c'est une réussite c'est ce qui se passe ici à Nantes, dans la région plus généralement. Voilà, alors ces gentillesses ayant été dites, voilà, je poursuis. Et donc, j'avais intitulé mon exposé donc les objectifs de l'ergonomie hier et aujourd'hui. Donc Pierre Falzon, je suis prof d'ergonomie au CNAM et je dirige actuellement le centre de recherche sur le travail et le développement, qui est la réunion des équipes de recherche en ergonomie, mais aussi en psychologie du travail et en psychologie de l'orientation. Donc on a un des gros labos du CNAM avec entre 40 et 50 enseignants-chercheurs permanents et à peu près un chiffre équivalent de doctorants. Voilà. Alors, en préparant donc cet exposé, je m'étais dit, il faut évidemment rentrer dans le thème général du sujet, et je me suis rappelé qu'il y a 10 ans de ça, en 2007, en fait, avec une personne qui était à l'époque auditrice en fin de parcours du CNAM, qui s'appelle Ludivine Masse, on avait fait une réflexion sur les objectifs en fait, de la discipline, dont je voudrais peut-être rappeler rapidement l'origine. Comment on s'était retrouvé à mener cette réflexion. Elle était donc en cours de réalisation de son mémoire. Elle intervenait dans une petite entreprise qui faisait du conditionnement d'affiches. Il recevait des affiches imprimées. Il fallait les découper, les plier pour qu'ensuite elles puissent être affichées par des gens qui allaient les coller ici et là. Il y avait un personnel qui était vieillissant et il y avait par ailleurs une forte concurrence, notamment étrangère. Et le chef d'entreprise avait dit il faut absolument que j'améliore à la fois les conditions de travail et la productivité. Donc elle se rend dans cette entreprise, elle fait une analyse de ce qui se passe et elle revient me voir quelques temps après très embêtée en me disant voilà, ce que je constate c'est qu'il y a vraiment des marges de manœuvre, de productivité, il y a des adaptations simples à faire des dispositifs, de l'environnement, etc. On me demande un progrès de 15% en productivité. On peut facilement aller au-delà de 30%. Qu'est-ce que je fais Et elle était très embêtée avec finalement cette découverte qu'elle était dans une situation compliquée par rapport, pensait-elle, par rapport à ses objectifs de performance. Et du coup, on s'est lancé dans une discussion à l'époque sur pourquoi elle avait ce sentiment de ne pas être à l'aise avec sur ce point-là. Et ça nous a amené à cette réflexion sur donc les objectifs, bien-être, performance. Qu'est-ce qu'on allait en faire. Donc, à un moment donné, je vais vous rappeler cette étude. Je crois que je commence par ça, parce que je pense que ça rentre dans le sujet. Ce que je voudrais faire en fait aujourd'hui, c'est dire 2 mots de ce que je vais appeler ici la généalogie des objectifs, c'est-à-dire comment les objectifs de la discipline se sont construits, comment ils évoluent
ils évoluent en France et ailleurs. Et premier point. Deuxième point, on va faire une description des généalogies des modèles de l'action. Et j'aurais terminé sur ce qu'on fait actuellement, donc des démarches participatives, constructives, qui sont de plus en plus répandues, pour des démarches autopoïétiques que je vais décrire à travers 3 exemples. Et je terminerai par quelques mots sur une feuille de route pour la discipline. Alors, sur la généalogie des objectifs, je reprends là le paragraphe que la plupart d'entre vous doivent connaître sur les objectifs affichés dans la définition même de l'ergonomie, qui se termine par cet énoncé d'objectif. L'ergonomie, ça sert à améliorer le bien-être des personnes et la performance globale des systèmes. Le constat qu'on faisait avec cette auditrice, qui s'appelle Ludivine Masse, qui donc exerce en tant qu'ergonome depuis une dizaine d'années, c'est que donc ces deux objectifs étaient certes énoncés comme ça, mais est-ce qu'ils étaient réellement mis en œuvre, comment ils étaient vécus par les ergonomes en fonction? Et donc on avait mené une enquête, en fait plutôt je devrais dire, elle avait mené une enquête via le web auprès des ergonomes de France et de Navarre pour justement un questionnaire à partir d'un questionnaire qui permettait justement de comprendre est-ce qu'ils étaient à l'aise ou pas avec ces 2 types d'objectifs, et qui se sentait à l'aise avec ce type d'objectif en fonction du type de formation, du type de pratique. Alors, ce que ça a donné, c'est que cette idée qu'il y avait donc des objectifs qui subjectivement n'étaient pas vécus comme ayant un poids égal, et qui surtout n'étaient pas très bien articulés entre eux. C'est-à-dire certains avaient, je pensais, comme défendant la question du bien-être, et puis un peu ils disaient oui d'accord, il y a aussi la performance, hein, voilà, et d'autres inversement, voilà. Et donc il y avait vraiment une difficulté dans cette articulation. Alors une fois encore, je voudrais dire, ça rejoint des problèmes un peu partout dans le monde. Il y a dans le champ de l'ergonomie, il y a un certain nombre de sociétés d'ergonomie qui sont par exemple très très clivées. Et où il y a d'une part, je prends la société australienne par exemple, on a toute une partie de la société d'ergonomie qui est en gros des gens venant de la physio, de la kinésithérapie, et qui se situent très clairement dans des objectifs de santé, et toute une autre branche qui est plutôt dans le champ de, en gros, technologie, IHM, etc., et qui se vivent plutôt comme défendant les critères de performance. Il y a un déficit d'articulation, nous semble-t-il. Alors, ça rejoint des questions qui étaient posées depuis fort longtemps dans la discipline. Là, je reprends Hal Hendricks, c'était l'ancien président de la société américaine et qui a été aussi président de l'Association internationale d'ergonomie, et qui publiait à une date qui a disparu, qu'on voit plus sous mon image là, il y a en 96, si je me souviens bien, un texte dans lequel il disait, il posait un certain nombre d'interrogations comme celle-ci là, considérant le potentiel de l'ergonomie, comment se fait-il que les organisations qui ont un tel besoin d'ergonomes, voilà, ne tambourinent pas à notre porte pour obtenir de l'aide ou créer des postes, pourquoi les agences de l'État ne font pas de même, et comment se fait-il que les organisations et les politiques nous perçoivent plus comme des facteurs de contrainte, facteurs de coûts additionnels, et donc comme des freins plutôt à la productivité de l'entreprise plutôt que comme des contributeurs. Donc il y avait cette réflexion sur ça. Alors il donnait différentes raisons, le fait qu'il y avait trop de gens qui se prétendaient ergonomes sans l'être, une croyance assez partagée que l'ergonomie c'est du bon sens. Le fait que les ergonomes ont tendance à penser que c'est évident qu'ils ont des apports à faire, mais qu'ils ont du mal à communiquer à ce sujet-là. Et des constats qui ont été ensuite repris par un collègue néerlandais, Jan Doel, dont vous voyez le nom en bas de page, qui lui pointait à 4 difficultés. Une tendance des ergonomes globalement à se focaliser sur la dimension sociale et à prêter moins d'attention à la dimension économique de ce qu'ils faisaient. Une tendance aussi à essayer de réduire les problèmes plutôt que de maximiser les opportunités, peut-être donc être moins finalement force de proposition et d'avancée.
Beaucoup de connaissances opérationnelles, moins de savoir tactique et stratégique. Alors ça, je pense que c'est pas complètement vrai en France, où il y a une réflexion beaucoup plus forte sur la conduite de l'action que ce qu'il existe dans d'autres pays. Et une communication faible ou inexistante en direction des gestionnaires et des économistes. Je vais voir si je peux me débarrasser de ça. Voilà. Donc, et ça, c'est qui se traduit par le fait que, par exemple, que dans les revues internationales, dans le domaine disons de tout ce qui concerne l'organisation, il y a peu de travaux ergonomiques publiés. Donc, on ne se fait pas suffisamment connaître. Alors, pourquoi cette difficulté avec cette mauvaise articulation en fait, entre ces deux dimensions, bien-être et performance? Alors, à l'époque, on avait argumenté avec Ludwig Maas qu'il y avait deux origines. Une vision de la santé qui était trop restreinte, et d'une part, et une vision de la performance comme seulement liée aux objectifs de l'entreprise et pas comme liée aux objectifs des personnes. Alors, donc, je vais développer ça très rapidement. Quand on travaille avec des systèmes qui sont mal fichus, des systèmes qui poussent ou qui contribuent au fait qu'on fait des erreurs, qui rendent compliquée l'activité. Quand on est face à des organisations dont les règles de fonctionnement sont sous-performantes aux yeux même des personnes qui sont dedans, tout ça, ça frustre. C'est frustrant. Ça engendre une charge qui est complètement inutile, qui n'a rien à voir avec finalement les besoins réels de l'activité. Et ça donne un sentiment de sous-performance qui est lui-même un facteur de non-santé. Donc, du coup, y compris travailler, ça c'est en particulier un message pour nos collègues qui sont plus dans le champ des IHM, travailler à la réduction des difficultés d'usage, par exemple, ou travailler à faire des organisations qui fonctionnent de façon plus harmonieuse, c'est une contribution à la santé. Du côté de la performance, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une vision de la performance chez les ergonomes, pas en ergonomie, mais chez les ergonomes, qui est trop souvent vue comme la performance, c'est la question de l'entreprise. C'est pas la question des personnes. Or, c'est pas vrai. Aucun d'entre nous souhaite être moyen dans ce qu'il fait. On souhaite pouvoir exercer le mieux possible les compétences dont on dispose pour faire le travail le meilleur. Donc il y a une recherche de chacun d'entre nous pour produire un travail de qualité. Et quand Yves Clos parle de travail empêché, c'est bien ça qui pointe. Il dit finalement cette volonté de bien faire le travail est gênée et entravée par la façon même dont les choses sont organisées, par les règles du travail ou l'environnement même de travail. Donc la performance, c'est aussi un souhait des personnes. Ça ne veut pas dire que les critères de performance des personnes soient les mêmes que ceux de l'entreprise systématiquement. Il peut y avoir des dilemmes ou des conflits entre l'un et l'autre, mais il y a une volonté de performance aussi chez les gens. Et donc travailler à ce que les choses se passent mieux, que la performance soit meilleure, c'est aussi une question de santé aussi, finalement. D'où l'idée qu'on peut poser la santé comme condition de la performance et la performance comme condition de la santé. Alors, là je vais laisser là-dessus, mais donc il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits un peu dans cette perspective-là ensuite. Et là je vais reprendre surtout ce qu'écrivait le même Doul avec son collègue Patrick Neumann en 2005. Il dit que finalement, il faut faire passer l'ergonomie, pas seulement comme une obligation, finalement une réponse à une contrainte, par exemple réglementaire, mais comme un besoin pour que les choses fonctionnent bien. Avec cette double tension, se dire qu'il faut traduire les buts et les stratégies des organisations en termes ergonomiques, et inversement, traduire les buts de l'ergonomie en termes de buts et stratégies des organisations, pour parler dans un langage qui est compréhensible. Donc ça, c'est le premier point que je voulais faire avec vous sur cette question donc de la généalogie un peu des objectifs et des questions qui se posent sur ces objectifs un peu partout dans le monde.
Alors, je voudrais maintenant faire un peu, dégaler un peu et revenir à la question qui est plus directement peut-être celle de ces 2 jours, sur les modèles de l'action. Et en regarder aussi le prendre sous un angle historique, hein, comment ces modèles ont évolué dans le temps. Alors, la question, donc, c'est qu'est-ce que ça veut dire intervenir, hein, quelle activité finalement ont les ergonomes dans l'intervention, quel modèle ils portent. Et j'ai distingué différentes visions qui sont apparues successivement, alors, ça ne veut pas dire qu'il a une vision à écraser la précédente. Hein. Toutes ces visions coexistent aujourd'hui, sont représentées de façon diverse, y compris ici en France, mais c'est encore plus vrai dans le monde. Et ce que je vais décrire à la fin, quand je vais parler de vision constructive, de démarche participative, autopoïétique, etc., c'est plus ou moins présent dans le reste du monde. Les démarches participatives sont très présentes. Les démarches autopoïétiques ne le sont pas du tout. On est vraiment dans les questions qui se posent sur l'articulation entre la recherche et la pratique aujourd'hui. Donc je vais prendre ça dans l'ordre rapidement avec vous. Ok, ça c'est la première définition qui avait été donnée de l'ergonomie en 1960 par l'Association internationale d'ergonomie, qui posait l'ergonomie comme une étude scientifique. C'était une vision très recherche, si vous voulez, et plus recherche que praticienne. Alors évidemment, c'est un peu caché par la vignette là. L'étude scientifique de la relation entre l'homme et ses moyens, milieux et méthodes de travail. Avec l'idée, donc, l'objectif de cette recherche, c'est de construire des connaissances qui vont permettre à d'autres ensuite de concevoir des systèmes adaptés. Il y a cette idée qu'il y a une disjonction entre la construction de la science ergonomique et l'application de cette même science ensuite par d'autres. Voilà. Donc il y a un très faible intérêt, ou pas d'intérêt du tout, je parle au niveau international à l'époque, sur la question de la mise en œuvre. On est plus sur la construction des connaissances, pas sur comment on va faire pour les mettre en œuvre concrètement dans des situations. Alors, par exemple, on trouve encore des textes en ergonomie, comme celui-ci, là, qui est de 93, qui est quand même pas très loin. C'est un petit bouquin qui s'appelle Ergonomics for Beginners, qui est en français, on dirait l'ergonomie pour les nuls. Bon. Mais qui est un petit bouquin qui a eu un retentissement international, qui est un genre format que sais-je, qui a été traduit en je ne sais pas combien de langues, et qui est donc très très diffusé. Et donc ce qu'on trouve dans cette définition de ce que fait l'ergonome, hein, dans cet ouvrage, c'est ce que vous voyez là. L'ergonome met en évidence les domaines dans lesquels les connaissances ergonomiques sont essentielles, donne des recommandations ergonomiques et donne des conseils aux concepteurs, aux acheteurs, aux managers et aux salariés sur quels sont les systèmes qui sont les plus acceptables. Donc il y a cette idée un peu surplombante, hein, si vous voulez, de la profession dans cet ouvrage qui est quand même pas du tout ancien quand même. Enfin si, maintenant ça fait pas mal d'années, mais enfin qui continue à être très diffusé un peu partout dans le monde. Donc, alors, ça a été beaucoup critiqué ensuite, y compris par des gens, je vais pas lire tout ça parce que c'est un petit peu long, mais y compris par Chapanis, qui est cité en bas là, qui était un des fondateurs en fait de la discipline aux États-Unis, et qui a dit ça en fait ça marche pas de fonctionner comme ça ne peut pas marcher parce que les connaissances qu'on produit, elles ont besoin d'être mises en œuvre, justement, elles ont besoin d'être par des gens qui comprennent ces connaissances. Et donc ça peut pas être des gens qu'on leur donne ces connaissances et qui les mettent en œuvre. Bon. Je passe, parce que sinon je vais passer trop de temps là-dessus et on n'aura pas assez de temps pour se parler ensuite. Alors, ça, donc on passe de cette première vision experte à une deuxième vision. Là, on est à l'âge de pierre, mais plutôt à l'âge de bronze. Et où on dit qu'intervenir, finalement, c'est autre chose. C'est pas seulement donc donner des connaissances pour que d'autres s'en saisissent, c'est poser un diagnostic et proposer une solution. Et donc, du coup, construire les connaissances disciplinaires, c'est définir des modèles de diagnostic, hein, et des modèles qui permettent ensuite d'associer à ces diagnostics des recettes et des actions pour transformer les choses. Et donc, le modèle qui est... alors, c'est décrit... ici, je glisse là aussi, vous trouverez ça dans
ensuite, mais c'est cette idée que, si on prend simplement le premier paragraphe, un ergonome doit être capable d'identifier le problème, de l'analyser et de suggérer des améliorations qui prennent la forme de solutions de conception. Donc on fait le lien clairement avec la conception. Le présupposé quand même de tout ça, c'est que derrière, c'est que si on fait une bonne analyse du problème, on va évidemment arriver à une solution particulière. Et que l'utilisation donc, du savoir ergonomique va permettre à tout ergonome, si on applique le même savoir, si différents ergonomes appliquent le même savoir, ils vont trouver la même solution. Or ça, on sait que c'est faux. Il y a le présupposé que là, il y a une relation directe entre une classification des problèmes et des solutions associées. On sait que c'est faux. Ça ne marche pas comme ça. Il y a de la subjectivité. Il y a différents ergonomes vont pas avoir exactement les mêmes problèmes dans la réalité, et ils ne vont pas donc du coup construire des solutions qui seront identiques. Ils vont construire des solutions qui seront en fonction de leur vision, leurs compétences, c'est-à-dire aussi les expériences qu'ils ont traversées auparavant. Donc il y a il n'y a pas, si vous voulez, une espèce de référentiel unique chez les ergonomes qui permettrait d'arriver directement à la même solution. Donc le modèle implicite de référence, c'est le modèle médical, où finalement l'ergonome il identifierait des pathologies des organisations, et ensuite, en fonction de ces pathologies, il définirait la médication pertinente par rapport à cette pathologie. Donc il y a des modèles sous-jacents qui sont ceux de la médecine ou de tous les travaux sur la catégorisation, le diagnostic, disons, on va voir. Mais on sait que c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Et finalement, tout ce qui a été acquis dans les années 90, notamment sur les travaux sur qu'est-ce que c'est qu'une activité de conception, amène à dire que finalement intervenir, c'est effectivement résoudre un problème de conception, mais donc ça a les mêmes caractéristiques que la résolution des problèmes de conception en général. Les problèmes de conception ne sont pas prédéfinis. C'est-à-dire, ils n'existent pas comme ça, tout près dans la nature. Il faut les construire. Et donc, résoudre un problème de conception, c'est pas faire de la résolution seulement, c'est faire aussi de la définition du problème. C'est ce qu'on appelle le problem setting. Définir ce qu'est un problème. Et différents concepteurs vont avoir différentes représentations du problème. Parce qu'ils vont y arriver avec des regards différents. Du coup, ces différentes représentations vont déterminer aussi des solutions qui elles-mêmes vont être différentes. Et c'est pas étonnant si ici, dans la salle, vous et votre voisin, face au même problème, vous n'arrivez pas à la même représentation du problème. Il y a des représentations différentes, il y a des propositions d'action différentes. Ça ne veut pas dire que toutes les propositions d'action ou toutes les représentations du problème sont justes. Il y a des représentations qui peuvent être plus ou moins justes, ou plus ou moins efficaces, voilà. Et des solutions qui peuvent être aussi plus ou moins bonnes, plus ou moins efficaces, plus ou moins recevables aussi, parce que le problème de conception, ça se passe dans un univers social. Et donc, c'est pas que l'ergonome qui définit ce qu'est le problème, c'est l'ergonome en interaction avec d'autres interlocuteurs dans l'organisation. Donc, il y a cette idée de centralité quand même, d'importance de la question de poser le problème. Qu'est-ce que ça veut dire poser le problème ? Poser le problème, c'est pas quelque chose qui se fait une fois pour toutes. On pose au départ une première interprétation de la situation. On appelle ça poser un diagnostic initial, comprendre la demande, reformuler la demande, poser des hypothèses, et ça va continuer à évoluer tout le temps de l'intervention. De la même façon qu'en conception, la façon dont on représente la situation, ça va évoluer tout le temps de la définition de la solution. Donc on construit simultanément le problème et sa solution. Voilà. Et ceci dans un contexte social, en interaction avec d'autres. Donc ça, on aboutit déjà à une représentation de qu'est-ce que c'est que l'activité de l'ergonome, qui est extrêmement différente de celle qu'on avait tout à l'heure, où on avait l'idée, il y a des connaissances qu'on construit dans des laboratoires et qu'on donne aux concepteurs. On n'est plus du tout là-dedans. On n'est plus non plus dans une situation où il s'agirait d'identifier une solution d'identifier un problème dans une taxonomie de problèmes préétablis.
pas comme ça que ça se joue. Il y a une question de construire ce qu'est le problème et de le construire socialement en interaction avec d'autres. Et de le résoudre ensuite aussi avec d'autres. Et donc on aboutit donc de cette idée que le diagnostic, c'est quelque chose qui va se construire au départ par des premières observations, par des premiers entretiens, voilà. Mais qui va ensuite, ça va être alimenté tout au long de l'action par lui et par l'ensemble des acteurs, qui a une grande importance de l'idée d'aboutir à un diagnostic partagé. Il ne suffit pas que l'ergonome il ait construit cette représentation, il faut encore qu'il passe, que cette interprétation passe, qu'elle soit validée ou amendée par ses interlocuteurs. Donc il y a l'idée d'un diagnostic itératif qui n'est jamais terminé finalement, qui est participatif, qui est partagé. Et on pourrait dire finalement, d'ailleurs, de toute intervention, un peu ce qu'on peut dire aussi pour les travaux de recherche, pour les thèses par exemple, c'est que le diagnostic auquel on aboutit à la fin d'une intervention, finalement voilà ce qu'était le problème, voilà ce qu'on a traité, ben ça va continuer à exister après l'intervention. Après l'intervention, quand on y repensera 6 mois après, quand on y repensera 1 an après, on dira ah, oui finalement ce qu'on avait vu à l'époque c'était ça quoi. Donc il y a une espèce de vie finalement du problème et de la solution qui est très au-delà du moment de l'intervention, qui se déroule pendant tout le temps de l'intervention, mais qui persévère, qui continue ensuite. Donc l'idée de ce diagnostic itératif, participatif, partagé, et avec cette idée que ça permet d'aboutir à une représentation partagée du réel. Et cette représentation partagée du réel, qui est une interprétation du réel, elle est fondamentale pour la possibilité de l'action. Voilà. Idem pour la recherche de solutions. Ça doit être un processus participatif outillé au sens où on propose des méthodes, des façons de faire, par exemple des méthodes de simulation, c'est un outil. Donc soutenu par l'ergonome. L'ergonome a un rôle là-dedans, il n'est pas seulement organisateur, il a un rôle, il est lui-même force de proposition, comme on le verra ensuite. Et processus participatif qui est soumis à un arbitrage. Il y a des pistes possibles. Par exemple, est-ce qu'on choisit plutôt quel est le problème central qu'on veut traiter, par exemple. Ce problème central, une fois qu'on l'a décidé, comment on s'y prend pour le traiter, quelles sont les alternatives qu'on peut considérer, avec l'idée que ça va permettre de concevoir un futur partagé. Et ce faisant, on ne fait pas simplement concevoir un nouveau local, etc., mais on redéfinit les rôles de chacun, les tâches de chacun ce faisant. On favorise une prise de distance par rapport à l'existant. Alors, ça nous a amené à parler de plus en plus souvent, au-delà de l'idée de démarche participative, parce que si vous voulez, l'idée de démarche participative, si je fais un pas en arrière, si je me replace au niveau un peu de ce qui se passe internationalement, démarche participative, c'est pas tous les ergonomes partout dans le monde qui mettent en place des démarches participatives. Il y a encore pas mal d'ergonomie expertes ici et là, mais c'est quand même assez consensuel. Il y a beaucoup de monde, un peu qu'il s'agisse d'ergonomes en Asie, aux États-Unis ou en Europe, qui prônent des démarches participatives. D'ailleurs, elles ont été théorisées au départ pas du tout en Europe, c'est plutôt du côté de notamment des États-Unis que ça s'est mis en place. Mais par contre, cette idée de vision constructive, ça c'est moins évident. Disons, c'est moins cette idée que finalement, ce qui se passe dans ces démarches participatives, c'est des démarches de développement. Ce sont des démarches de développement. Et ça, c'est pas forcément très évident dans la tête des gens. Bon. Et du coup, si on pousse, ce qu'on essaye de faire de notre côté, c'est pousser dans ce sens-là, il y a cette idée que l'objectif, donc, c'est le développement. C'est au-delà de la transformation des choses qui correspondent à la demande, en fait, initiale, il y a un objectif de transformation des individus et des organisations. Voilà.
Donc ça, c'est un premier objectif qu'on peut formaliser, énoncer de façon explicite. Et puis il y a un deuxième qui serait un objectif de pérennisation. Est-ce qu'il suffit de se dire, ben voilà, on arrive dans une organisation qui est dans un état A et on veut la mettre dans un état B, ou est-ce que, et puis voilà, puis ensuite elle va continuer à vivre sa vie, ou bien est-ce qu'on veut se dire, il faut faire en sorte que l'intervention qu'on mène, elle permette dans le futur à l'organisation de continuer à se développer. Et donc comment est-ce qu'il faut conduire l'intervention elle-même pour qu'au-delà du moment de l'intervention, et sans l'ergodome, elle puisse continuer à se développer. Et du coup, le développement devient un objectif général. C'est un moyen au moment de l'intervention. Il faut que les gens se développent pour qu'ils puissent justement changer la situation. Mais ça devient aussi un objectif plus durable. Voilà. Donc c'est ça que je voudrais décrire ensuite dans des exemples. Donc du coup, l'importance des méthodes participatives, ça c'est rien de neuf d'une certaine façon. Importance du transfert vers les acteurs, c'est-à-dire il y a ce qui se passe dans l'intervention, c'est aussi des démarches formatives en direction des personnes. Importance de la volonté de pérenniser, autant que faire se peut, hein, et importance de l'action sur l'organisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on change profondément l'organisation. Alors, je vais ensuite, dans un instant, la passer à des exemples pour vous faire comprendre ce que je veux dire. Plutôt brièvement pour qu'on ait le temps de discuter quand même. Tout ce que je viens de dire, ça peut paraître extrêmement optimiste et difficile à faire. Alors, ce n'est pas effectivement forcément très facile à faire, et surtout en fonction des situations, c'est plus ou moins faisable. C'est plus ou moins faisable. Alors, ce que je suis en train de définir, c'est une espèce d'horizon pour la discipline. Finalement, qu'est-ce qu'elle va faire? Après, en fonction des situations, on peut avoir des situations où on est demandé pour une intervention extrêmement ponctuelle, pour quelque chose où l'ambition ne pourra pas être celle que je viens de décrire. Mais ça n'empêche pas d'avoir cet horizon devant nous. Alors, je vais donc donner trois exemples pour montrer un peu où on en est de notre côté dans la réflexion sur sur ce que doit être une intervention, sur ce qu'elle peut être. Je vais prendre des exemples dont certains ne sont pas du tout récents, mais qui me permettront de faire passer l'idée. Donc j'ai parlé d'efficacité de l'action ergonomique, comment on fait pour contribuer quand on est dans un projet de conception, on intervient très très en amont, on ne verra jamais le projet se faire. Hein, voilà. Et puis qu'est-ce que c'est que des démarches participatives constructives et autopoïétiques. Alors, sur l'efficacité de l'action ergonomique, je voudrais m'appuyer sur un travail dont j'avais pris connaissance via un exposé de Jacques Durafour il y a pas mal d'années. On avait organisé au CNAM à Paris un séminaire, il y a donc dans les années 94-95, par là, un séminaire sur l'évaluation de l'action ergonomique. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la performance d'un ergonome finalement, hein, comment est-ce qu'on peut évaluer notre propre action. Et dans ce séminaire, donc j'avais fait intervenir Jacques Durafour, qui à l'époque sortait d'une mission pour l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, sur l'évaluation des diagnostics courts. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un diagnostic court? C'était donc des aides publiques qui étaient proposées aux PME, PMI, où on proposait donc une intervention brève d'un spécialiste ergonome. Alors, ce n'est pas que des ergonomes en fait, il y avait aussi des gestionnaires, etc. Enfin, bon, des gens qui étaient spécialistes du travail et qui venaient pendant très peu de temps dans l'entreprise analyser les situations de travail, les résultats de l'entreprise et proposer à partir de ça un plan d'action. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait changer, les points qu'il fallait changer vraiment dans les situations de travail, dans quoi il fallait investir et ainsi de suite. Voilà. Alors, l'ANACT lance ceci en 90 et 3-4 ans après, demande qu'il y ait une évaluation de ces projets, il y avait une floraison de ces projets un peu partout en France. Il demande une étude nationale sur l'évaluation de ces changements, de ces interventions.
Alors, la question qui se pose, donc Jacques Durafour, notamment avec d'autres, hein, entreprend cette évaluation. Et donc ils viennent au moins un an après dans les organisations pour voir ce qui a été fait, comment ça a été fait, comment c'est perçu, est-ce que les gens apprécient le changement ou pas, qu'est-ce qui est apparu depuis. Alors, la question c'est que mesurer. Et ce premier constat qu'ils font, c'est que mesurer uniquement les effets matériels, c'est un problème. C'est un problème pour plusieurs raisons. D'abord, il y a un certain nombre d'effets qui deviennent instantanément pratiquement invisibles. Dès lors qu'ils sont mis en place, on oublie la situation telle qu'elle était avant, finalement. Et donc, ces effets matériels tendent à devenir invisibles assez rapidement. Il y a un auteur qui avait travaillé sur le même sujet qui avait cette phrase que je trouve très bien, qui dit bien ce que ça veut dire, c'est les évidences d'aujourd'hui masquent les choix passés. En fait, on perd complètement cette vision du passé. Des choses qui deviennent instantanément invisibles. Par ailleurs, ces effets aussi, c'est pourquoi ils ont tendance à disparaître, c'est que les situations évoluent indépendamment de l'intervention de l'ergonome, et il y a donc certains effets matériels qui sont plus d'actualité parce qu'il y a d'autres choses qui se sont passées. Puis un dernier point, c'est qui est encore plus embêtant, c'est que intervenir sur une question qui est un problème, par exemple un atelier, Jacques Durafour donnait l'exemple d'un atelier qui était vraiment très mal chauffé, et donc il y avait un problème de confort qui allait pas. Mais du coup, ce problème a été réglé, est un peu oublié une fois que c'est mis en place, et surtout ça fait apparaître d'autres problèmes. Du coup, il y a d'autres problèmes qui deviennent visibles. Du coup, c'est cette idée que finalement les effets matériels, c'est pas les plus simples à mesurer, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et donc du coup, il faut plus s'intéresser à ce qui a changé dans les effets immatériels. Alors ces effets immatériels, ils sont de deux ordres. Ils portent sur les opérateurs eux-mêmes et sur l'encadrement, l'organisation. Alors, il dit déjà, dans les démarches d'intervention, alors il pense à des démarches participatives, il ne le dit pas, mais il pense à des démarches participatives, je pense. Il y a du coup on s'intéresse aux agents, aux opérateurs, on les fait verbaliser sur leur travail, ils acquièrent une capacité de mise en mots en fait de leur travail, et donc ils mettent à distance leur propre travail. Il y a une activité réflexive qui se passe au travers des échanges. Et donc une prise de conscience de ses propres savoir-faire. Donc il y a des changements qui se passent chez les personnes qui sont pas de rapport avec ou alors très indirect avec les changements matériels. Donc ça c'est sur les agents eux-mêmes. Et puis il y a des changements sur l'encadrement et l'organisation. Et c'est ça sur quoi il a insisté beaucoup, notamment l'idée que finalement il y a une transformation des critères d'évaluation du travail. La question du travail devient une question dont on peut parler et qui devient centrale dans les décisions d'action. Et du coup, ça permet une poursuite de l'action au-delà aussi de la présence de l'ergonome. Donc du coup, il y a cette idée finalement d'un effet immatériel autour de la place donnée au travail, comme je l'ai écrit ici, et du coup on peut penser que c'est peut-être un effet plus pérenne finalement que les effets de transformation matérielle. Finalement, les transformations matérielles dans ce contexte, ça a été le prétexte ou bien l'outil qui ont permis de transformer cette représentation du travail. Et donc vous voyez qu'on retombe sur des questions de développement finalement dès cette étude. Sauf que, comme j'aurai l'occasion de l'écrire ensuite, cet apprentissage, c'est plutôt un apprentissage incident. C'est-à-dire que ce n'est pas un apprentissage qui est visé de façon délibérée, c'est un apprentissage qui est rendu possible par la situation, mais qui est une espèce de sous-produit de l'intervention.
Alors on verra c'est que cette question-là, apprentissage incident ou apprentissage visé délibérément, c'est un point de transformation important. Alors, deuxième exemple que je voudrais donner, qui est une étude qui est en cours, qui est faite actuellement par des auditeurs du CNAM à Paris, donc dans le cadre de leur mémoire de fin d'études. Ils interviennent dans une municipalité de la banlieue parisienne où il y a un projet de construction d'une maison des associations. Dans l'État, jusqu'à il y a 2 ans, les associations ont été réparties dans différents bâtiments dans la ville, proches les uns des autres, mais enfin quand même pas un seul bâtiment. Et il y a l'idée qu'on va, tous ces bâtiments, on va leur donner un autre usage, et on va créer une maison des associations toute neuve sur un terrain disponible où il y aura toutes les associations qui seront présentes. Alors il y a un certain nombre de conflits qui existaient dans les relations entre la municipalité et les associations qui rend difficile un travail direct au départ avec ces associations pour essayer d'aller regarder les besoins. Donc le binôme d'ergonomes qui est en formation, qui travaille sur ce sujet, arrive dans le projet donc en novembre 2016. Et puis, ils vont terminer leur intervention en juin, bientôt. Voilà. Et en fait, cette intervention se situe dans une temporalité qui est une temporalité académique, si on peut dire, hein, voilà, et qui n'est pas forcément qui rentre pas en conflit, mais qui a besoin de se coordonner, disons, avec la temporalité du projet de la mairie. Alors, au moment où ils arrivent, comme ça apparaît sur ceci, c'est lisible, oui, je pense, quand ils débutent leur intervention, ce qui apparaît en violet, plus ou moins, si c'est en violet, là, oui, c'est ça. C'est la temporalité du côté des vos collègues auditeurs du CNAM à Paris, là. Et puis en rouge, c'est la temporalité de la mairie. Donc, au début de l'intervention, c'est eux qui rentrent là-dedans en novembre. À ce moment-là, la mairie a déjà reçu tout un ensemble de propositions et elle va en sélectionner 3. Trois projets pour lesquels elle va demander donc aux porteurs de projets d'élaborer plus leur travail. Donc en fait, la sélection est faite juste après leur arrivée, donc ils n'y participent pas. Hein, et il y a un cahier des charges sur lequel ils peuvent agir un peu, ils ont le temps d'agir un peu, qui est envoyé en janvier. Le dépôt des offres est attendu donc en mai pour un choix du projet, donc sélectionné parmi les 3 en juillet. Mais ça, c'est après leur présence. Le projet va être choisi après leur présence. La question, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ce contexte ? Quelle marge de manœuvre ils ont ? Qu'est-ce qu'ils peuvent réellement faire dans un contexte pareil, sachant que la municipalité est très réticente pour les laisser aller voir les associations. Ils le font un peu quand même, ils peuvent aller faire quelques visites, mais la municipalité ne souhaite pas mobiliser vraiment les associations dans les choix de conception. D'accord ? Ce qui évidemment est un problème. Bon. Alors, en même temps, la municipalité, c'est pas du tout hostile, ils ont accepté l'intervention des ergonomes, mais ils ferment beaucoup de portes quand même. Ils ferment beaucoup de portes. Alors, qu'est-ce qui est possible dans ce laps de temps et dans ces contraintes ? Alors, là où ils en sont, alors d'abord, je saurai vraiment là où ils en sont dans quelques semaines. Pour l'instant, je vous dis là où je pense qu'ils en sont. On va voir si ça marche. Mais le constat qu'ils font, donc, c'est que les associations sont difficilement mobilisables, pas parce qu'elles veulent pas, mais parce qu'on leur dit que c'est pas très bien vu qu'elles aillent les voir. Bon. Il y a un responsable de la vie associative à la mairie qui, lui, est tout à fait intéressé, disponible, mais complètement démuni. C'est-à-dire, il n'a aucune idée sur comment s'y prendre pour faire ça. Il n'a pas même idée de qu'est-ce que sera vraiment sa tâche une fois que cette maison existera. Voilà. Mais très, très, très intéressé voilà, par la situation. Les observations que le binôme, l'ergonome a pu faire, c'est que très vraisemblablement, il y aura des interférences entre activités. Ce n'est pas une bonne idée qu'il y ait le cours de batterie en même temps qu'il y a la séance de yoga.
probablement pas très adapté. Bon, voilà. Bon. Ou bien qu'on se mette à faire qu'il y ait des enfants qui fassent de la peinture dans une salle où immédiatement après on va s'étendre par terre pour faire bon. Voilà, bon. Bon, donc il y a des interférences probables entre activités. Il y a besoin quand même, on ne peut pas simplement construire un bâtiment, il faut qu'il y ait un espace d'accueil, il faut qu'il y ait un endroit où on puisse s'informer. Voilà. Le responsable de la vie associative, est-ce qu'il a sa place dans le bâtiment ou pas, par exemple? C'est une question. Et donc le choix qui est fait dans ce contexte, c'est une méthode à la fois participative et formative. L'idée, c'est qu'il faut embarquer le responsable de la vie associative dans l'analyse lui-même. Et il faut, ce faisant, le former. Voilà. Donc, ce qu'ils font actuellement, c'est qu'ils font des visites avec lui dans d'autres municipalités, d'autres maisons des associations pour voir comment ça fonctionne, quels ont été les choix qui ont été faits, qu'est-ce qui marche pas, comment c'est physiquement organisé aussi. Ils ont construit avec lui un guide d'entretien avec les associations, donc, parce que lui, il peut aller voir les associations et les deux ergonomes là peuvent l'accompagner quand ils vont voir ces associations. Donc, ils ont construit avec lui un guide d'entretien et ils l'accompagnent dans ses visites auprès des associations. Ils le laissent mener les entretiens, il participe éventuellement, mais il le laisse mener les entretiens pour qu'il y ait aussi que ce soit une démarche formative aussi pendant ce temps-là. Il y a, comme je le disais, ils vont recevoir le dépôt des offres va se faire sous peu, là en mai, et donc il y a encore entre le début mai et la fin juin, disons, ou la mi-juin, il y a un peu de temps pour regarder ces offres. Et l'idée, c'est de faire avec lui, et sur la base des entretiens qu'ils auront eus avec les associations, de faire un travail de simulation. C'est-à-dire qu'on va simuler. Imaginons que ce soit ce projet qui est choisi. Quelles conséquences ça a en termes de fonctionnement pour les associations, et ainsi de suite. Et cet autre projet, quelles sont ses conséquences, et ainsi de suite. On va faire une espèce de démarche comparative sur la base de critères qui ont été élaborés dans les entretiens avec les associations pour arriver donc à voir ce qui peut se passer, en fait, les scénarios finalement d'usage qu'il peut y avoir à partir de ces dépôts de projets. D'accord ? Alors, ce sur quoi je voudrais insister là donc, c'est que vous voyez que il y a une partie du travail d'analyse, de diagnostic qui va être fait conjointement avec ce responsable de la vie associative. Mais il va y avoir une grosse partie du travail qui va être postérieure aussi. C'est le responsable de la vie associative, lui-même à ce moment-là formé par dans ce travail collaboratif là avec les ergonomes, qui le mènera, ce sera lui qui le mènera, et mieux outillé que par le passé. Donc vous voyez finalement, qu'est-ce qui a été fait? Il y a une partie du travail de diagnostic, disons, qui aura été fait et d'analyse des projets de conception qui aura été fait avec les ergonomes et ce responsable de la vie associative. Mais c'est beaucoup au-delà. Les choses vont se passer. Et donc, il y a cette idée que finalement, on aura installé une situation de développement, finalement, au travers de cette personne qui était proposée, qui s'est mobilisée avec ces jeunes ergonomes, qui en l'occurrence ne sont pas très jeunes d'ailleurs. Bon. Mais bon. Alors, dernier point que je voudrais souligner et qui va me permettre d'ailleurs d'une certaine façon de faire allusion à des choses que vous verrez plus tard, notamment dans la journée, je pense, sur des démarches participatives que je vais qualifier de classiques ici, ce qui n'est pas tout à fait exact, mais enfin bon. Il y a depuis maintenant une bonne dizaine d'années en France des mises en avant de démarches qui visent des organisations assez conséquentes et des démarches de changement de type participatif et constructif. Alors, dans ces démarches, il y a des caractéristiques, il y a un certain nombre de caractéristiques assez nombreuses qu'on pourrait énoncer. Il y en a trois que je voudrais, une que je voudrais souligner ici, c'est le fait que, bon, elles sont participatives, le fait que l'ergonome, du coup, a un double rôle
dans ces situations un rôle d'analyste. Il va faire du diagnostic, il va contribuer à la conception, etc. Bon. Mais il va être aussi cheville ouvrière de la conduite de projet. Et donc il y a une articulation entre les deux. Il n'est pas seulement cheville ouvrière de la conduite de projet, il est aussi analyste. Ça c'est important de bien garder en tête. On ne perd pas sa compétence d'ergonome, on ne devient pas une espèce de manager de projet tout terrain. Si vous voulez. On fait ça sur la base d'une analyse des situations de travail. Première caractéristique, et toutes ces démarches, elles supposent donc une dimension pédagogique, constructive. Alors, notamment pour aider à la construction de l'agencéité collective. Personne ne sait ce que c'est dans la salle, je vais le décrire dans un instant. Oubliez le terme pour l'instant, mais il y a cette idée que ça marche parce qu'on met en place, alors que ce que François Danielou appelait à une époque une situation de démocratie provisoire, où les gens, on donne des règles du jeu, de travail, qui font que les gens vont pouvoir parler de ce qu'ils font, prendre de la distance par rapport à ce qu'ils font, un peu comme ce qu'on a vu quand je vous rappelais le travail de Durafour tout à l'heure, et donc vont se mettre en situation d'acteur, finalement, dans la conception du projet. Alors il y a tout un ensemble de travaux, notamment au travers de choses qui ont été faites par nos collègues de Bordeaux, et je pense en particulier à la thèse de Joanne Petit sur une réorganisation à un niveau national du fonctionnement d'une organisation. Joanne Petit, Christelle Casse, Justine Arnoux, Anne Raspaud, il y a des gens que vous avez déjà dû entendre ici, dans ce contexte-là. Alors, ces démarches classiques, alors j'ai mis classique entre guillemets parce que maintenant, dans notre microcosme ergonomique, ça paraît peut-être un peu classique, ça ne l'est pas du tout en réalité. C'est pas quand même complètement répandu. Et si on se place sur un plan international, ça n'est pas vraiment pas du tout. C'est pas vrai. Je me souviens avoir été parlé à Amsterdam dans le cadre d'une sous-conférence de l'Association internationale d'ergonomie. Il y a une conférence qui a lieu tous les 3 ans, qui s'appelle ODAM, ODAM, qui veut dire Organizational Development and Management, développement et management des organisations. Donc c'est des ergonomes qui s'intéressent à ça. Et j'avais raconté, notamment l'exemple que j'avais pris, c'est l'exemple du travail d'Anne Raspaud. Je sais plus, Christophe, elle était venue parler ici, Anne. Elle n'avait pas pu. D'accord. Donc du coup j'en dis un mot pour faire que ce soit compréhensible. Pardon ? Oui, voilà. Anne a travaillé au CHU de Toulouse pour la reconception des services de chirurgie ambulatoire. Donc la chirurgie ambulatoire, c'est vous arrivez le matin à l'hôpital, on vous opère, vous rentrez chez vous le soir. Et c'est un enjeu stratégique pour tous les hôpitaux, parce que c'est financièrement bien mieux, c'est souvent beaucoup mieux pour les patients, c'est rendu possible par une chirurgie qui est beaucoup moins invasive que par le passé, beaucoup moins lourde. C'est pas possible pour toutes les chirurgies, c'est pas possible non plus pour tous les patients. Bon. Donc voilà, donc il y a une volonté de développer la chirurgie ambulatoire, mais ça se passait très mal parce que en fait l'organisation n'était pas pensée. En particulier, il y avait un mélange entre l'ambulatoire et le non ambulatoire qui fait que ça rendait les choses impossibles. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce que met en place Anne Raspaud sur 2 services, c'est une démarche participative impliquant tout le monde, depuis le secrétariat jusqu'au chef de service, chirurgien chef de service, les anesthésistes, les infirmières, enfin, toutes les personnes concernées, les brancardiers, tout le monde, pour arriver, à décrire la situation actuelle et que se mettre d'accord sur une représentation de la situation actuelle, qui est un travail pas évident, parce que la vision du brancardier de la situation et du chef de service chirurgien, c'est pas la même. Bon. Et voilà, se mettre d'accord sur une vision partagée, et à partir de ça, définir que, ce faisant, évidemment, on identifie des problèmes, et on définit le problème principal, et on s'attaque à ce problème principal en cherchant une solution d'organisation. Donc, elle fait ça.
elle fait ça en décrivant par le menu comment elle s'y prend, quelles sont les conditions de faisabilité de ceci. Alors, on voit depuis quelques années de plus en plus d'interventions qui suivent cette forme générale, de cette organisation générale de l'intervention. C'est des interventions relativement lourdes qui demandent l'adhésion des personnels et des directions pour que ça se fasse, mais qui sont extrêmement fructueuses. Voilà. Alors, je vais reprendre dans un instant. La répression s'abat sur moi en la personne de Christophe qui me dit qu'il faut que je m'arrête. Donc je vais reprendre très rapidement ça et dire un mot des démarches plutôt autopoïétiques. Voilà. Alors, donc je saute sur la fin, j'y reviendrai. Voilà, ça c'est si on prend un travail comme celui d'Anne Raspaud, comment on peut formaliser ce qui a été fait. Il y a une première phase d'analyse du travail par l'intervenant qui a pour objectif de lui construire une représentation de la réalité et surtout de se construire un réservoir de situations qu'il peut évoquer par la suite dans le travail qui va suivre. Et donc ça sert à construire les savoirs de l'intervenant. D'accord ? Ensuite, il y a une deuxième phase qui est d'analyse collective du travail réel, auquel j'ai fait allusion, où il s'agit de se mettre d'accord sur une même représentation, une représentation partagée des situations. Ce faisant, on ne fait pas que ça, on apprend à travailler ensemble. Et donc, il y a des règles du jeu qui sont données par l'ergonome pour dire, attendez, monsieur, vous n'avez pas le droit d'interrompre quelqu'un qui est en train de causer, laissez-le aller au bout de ce qu'il a à dire, et ainsi de suite, même si c'est le brancardier. Voilà, on apprend à travailler ensemble en respectant ce que chacun a à dire. Et donc, ce faisant, on construit certes cette représentation partagée, mais aussi on construit le collectif transverse. Alors, qu'est-ce que c'est un collectif transverse ? C'est un collectif, en gros, où les gens ne font pas le même métier. Le brancardier et le chirurgien, c'est pas pareil, c'est pas le même métier. Bon, et c'est pas la même chose qu'un collectif métier. Voilà. Ensuite, troisième étape, on discute et on choisit l'objectif prioritaire. On se donne donc un objectif du changement partagé et des critères de décision. Qu'est-ce qu'on va accepter comme solution qui nous paraîtra acceptable ou pas, en fonction de quoi on va la choisir. Et c'est là qu'on tombe sur l'agencéité collective. L'agencéité collective, c'est l'idée de se dire que ces gens qui sont autour de la table, ils deviennent agents de leur propre changement. Ils sont eux-mêmes des gens ils se posent en tant que décideurs, finalement, de comment les choses pourraient être. Ils deviennent agents, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Mais de façon collective. Ensuite, on va chercher des solutions par rapport aux problèmes qui ont été identifiés, on va tester des solutions, et ainsi de suite. Et donc, on va finalement, ce faisant, qu'est-ce qu'on construit ? On construit une capacité de chacun et du collectif à réfléchir sur le travail, à poser le travail comme un objet extérieur, ce qu'on avait commencé à faire en faisant la cartographie des processus avant, mais donc on prend une distance suffisante. Donc ça, ce que je présente là, c'est en résumé, de façon vraiment très simplifiée, les étapes et les fonctions d'une démarche constructive participative. Qu'est-ce qui s'ajoute de plus ensuite? Alors, certains dans la salle étaient là l'an passé, j'imagine, et ont entendu l'exposé de Giancarta. Donc je ne vais pas reprendre tous son exemples parce que c'est beaucoup trop long, et d'autant plus que la répression, comme je vous l'ai dit, s'est abattue sur moi, donc je suis obligé de terminer assez rapidement. Mais donc elle intervient sur une organisation très, très désorganisée, on va dire, où il y a un contexte à risque, puisqu'il s'agit de faire de la maintenance de la signalisation du métro, il faut que ça fonctionne quand même, avec un modèle de management qui est porté par la technique, des responsables managers qui sont des ingénieurs ou des techniciens qui n'ont pas tellement de formation au management de projet et qui ne savent pas faire. Et donc, elle va faire deux choses. D'une part, il va y avoir de la reconception organisationnelle, au sens un peu comme pour Anne Raspaud. On avait des services ambulatoires qui marchaient mal, il faut qu'ils marchent mieux. Là, il y a un système des gens qui s'occupent de la maintenance qui marchait mal, il faut que ça marche mieux. Mais ça, c'est classique, d'une certaine façon. Enfin, avec des guillemets autour de classique. Et elle, ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a pas que ça à faire. Il y a un travail de développement du management, de développement du travail d'organisation qu'il y a à faire pour que l'organisation soit à même, dans le futur, de s'auto-changer.
Je suis vraiment obligé d'accélérer, donc ça je vais sauter. Voilà, donc et du coup ça l'amène à faire, à dire voilà, finalement ce que vous voyez là, ce qui apparaît sur l'écran pour l'instant, c'est la démarche classique. Finalement, on peut utiliser le modèle de Leplat que vous voyez là, sauf qu'il il est appliqué à l'organisation. Vous avez en haut à gauche les acteurs de l'intervention, l'ensemble des acteurs de l'intervention. En bas à gauche, ce qui est demandé, la transformation d'une certaine activité. On va coupler ça, cette tâche avec les acteurs, avec les méthodes de travailler ensemble, et ainsi de suite, sur lesquelles je vais parvenir. Ils vont déployer une certaine activité de traitement de ça, et ça va avoir des effets sur l'organisation, en bas à droite. Ça va construire une organisation adaptée, et des effets sur le collectif, les personnes et le collectif, en haut à gauche, à droite, pardon, sur les effets constructifs sur les acteurs d'intervention. Ils vont apprendre des choses. C'est ce que disait aussi tout à l'heure Durafour, quand il disait au travers de l'intervention, les personnes prennent de la distance par rapport à leur travail, acquièrent des compétences nouvelles. Tout ça, c'est ce que je dirais processus classique de démarche participative constructive. Ce que rajoute Diana, c'est ce qui apparaît maintenant ici à droite, c'est l'idée de se dire que tout ce processus est lui-même objet de réflexion pour l'organisation. Comment on s'y est pris? Qu'est-ce qui a fait qu'on a pu réussir? Comment, pour d'autres problèmes dans le futur, on pourrait s'y prendre pour faire? Et donc, il y a un travail méta qui est fait à partir de ceci, pour permettre justement que l'organisation apprenne à fonctionner différemment. Et c'est en ce sens-là que c'est une démarche autopoïétique. On crée une organisation qui est mieux à même de se réformer dans le futur. L'autopoïèse, c'est ce processus de régulation constante dans des systèmes biologiques notamment. Voilà. Donc je vais donc du coup l'apprentissage, je vais terminer là-dessus. J'avais une conclusion, mais je vais la sauter complètement parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Puis on y reviendra plus tard éventuellement. Ce qui change entre les deux, c'est le statut de l'apprentissage. Dans les démarches participatives constructives classiques, l'apprentissage c'est nécessaire parce que c'est l'outil du changement immédiat. Il faut que les gens apprennent à travailler ensemble parce que c'est ça qui va permettre de construire, de passer de l'état A à l'état B, de construire un état futur meilleur. Voilà. Donc, mais l'apprentissage est incident finalement, c'est-à-dire il n'y a pas une volonté de faire apprendre aux gens quelque chose, simplement les outils qui sont mis en place, les règles du jeu qui sont données, les méthodes et tout, vont permettre donc cet apprentissage incident qui est nécessaire au projet. Dans les démarches autopoïétiques, qui s'appuient sur les démarches précédentes, puisqu'on a vu qu'elles sont emboîtées finalement, l'apprentissage est recherché, nécessaire pour chercher la pérennisation du projet. Et donc il y a un apprentissage explicite. Et si je reviens en arrière sur ce schéma, là, la partie droite de ce schéma, c'est pas seulement quelque chose qui se passe comme ça en marge. Il y a des réunions de travail explicites pour dire bon, alors qu'est-ce qu'on a appris du projet? Comment on peut formaliser ce qui s'est passé, quelles règles du jeu pour le futur ça donne pour fonctionner. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Simplement, peut-être en prenant ma dernière slide, c'est pour moi, je veux dire, là, ce que je vous expliquais aujourd'hui, là, c'est où je pense qu'on en est, en France au moins, sur la façon de penser l'intervention, de mon point de vue. Voilà. Il y a une beaucoup plus forte insistance aujourd'hui qu'il y a 15 ans sur la dimension pédagogique de l'intervention, je pense, sur l'idée de l'importance des démarches formatives explicites dans l'intervention, et sur l'idée de penser l'intervention comme un exemple aussi pédagogique pour les gens qui participent à l'intervention. Voilà. Je rajoute à ça cette idée que si on veut prendre en compte sérieusement l'idée de pérennisation, il faut que dans l'intervention elle-même, il y ait des moments particuliers liés à ça, liés au transfert, des actions explicites de transfert vers les personnes, et donc d'intégrer la réflexivité sur l'intervention dans l'action elle-même.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. On va, sauf s'il y a des questions très brûlantes, l'idée c'est peut-être que vous les gardiez au chaud au fil des communications qui vont avoir lieu sur les 2 journées. Et puis on retrouvera Pierre demain pour clôturer. Donc vous pouvez garder dans le coin de votre cahier les questions et la synthèse fera l'objet aussi d'un débat ou d'une discussion ou une ouverture ou peut-être d'avoir ta conclusion que tu n'as pas pu faire à l'instant. Donc pour des questions horaires, je pense qu'on va décaler les communications. Je vous invite à ce qu'on prenne la pause tout de suite parce que sinon le café va être trop tardif. On va prendre une 20aine de minutes de pause.